Bienvenue sur le podcast du regroupement des jeunes conseillers du Québec. Le podcast où les histoires inspirantes propulsent les conseillers indépendants de demain. Mon nom est Jade Quentin, votre animatrice pour le podcast des conseillers de l'avenir, propulsé par UV Assurance. Salut tout le monde, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Oui, je suis vraiment excitée aujourd'hui de vous recevoir sur le premier épisode du podcast des conseillers de l'avenir. Pour vrai, ça me fait tellement chaud au cœur de vous recevoir puis de commencer ce projet-là avec vous. Fait que je voulais commencer par vous présenter. Dans le fond, Alexandre, je te présente. En fait, vous êtes tous des membres du CA du RJCQ. Alexandre Gagnon. Yes. Vincent Pellé. Bonjour. Et Alison Tremblay. Merci. Allô, merci à toi. Merci d'embarquer dans le projet du RJCQ, du podcast du RJCQ. Tu sais, c'est un projet qu'on a comme commencé, ça fait presque un an, tu sais, à travailler là-dessus. Fait que ça me rend super fébrile aujourd'hui qu'on commence ça tout le monde ensemble. Ouais. Ouais, vous en pensez quoi de Très ce projet-là? excitant. Ouais? Très excitant. Ça vous sortit de votre zone de confort? C'est une première fois. J'avais pas signé pour ça, fait que oui. On en écoute beaucoup, mais on n'en fait pas. C'est ça. Ça va être une expérience. C'est ça, exact. On va tout apprendre ensemble. Puis l'objectif du podcast, c'est vraiment d'inspirer les jeunes conseillers, inspirer la relève. On va recevoir principalement des invités, en fait, pour partager des parcours, voir comment que les gens ont fait pour atteindre leur objectif, pour devenir des conseillers indépendants. Tu sais, on s'entend que quand on est conseiller indépendant, on est des entrepreneurs. Hein? Oui. Fait que vous autres aussi, vous l'êtes toutes, là. Fait que vous savez c'est quoi. Fait qu'aujourd'hui, j'ai envie qu'on jase un peu puis que vous vous présentiez, qu'on apprenne à vous connaître. Moi, je vous connais, mais que nos auditeurs vous connaissent. Fait que, qui ça a temps de commencer? Alison! Je peux me lancer. Je te sens prête! Je me lance. Donc, Alison Tremblay, comme tu as dit tout à l'heure, conseillère en sécurité financière depuis 4 ans officiellement. Je commence ma 5e année, donc encore dans la relève, là, si on compte le 5 ans. Moi, j'ai étudié en services financiers en assurance au Cégep de Sainte-Foy au départ. J'ai commencé ma carrière en assurance de dommages en tant que courtier au particulier. Je me suis rendu compte dans cette profession-là qu'il me manquait peut-être de la proximité avec mes clients, tout simplement. Tu sais, quelque chose que je voulais aller développer, une relation un petit peu plus concrète. Fait que c'est ça qui m'a fait faire le saut officiellement en assurance de personnes et en investissement également. Donc, j'entame ma 5e année, ça va bien, je me sens choyée. Tu sais, c'est pas une profession qui est facile au début, mais en tout cas, les affaires sont là, fait qu'on continue comme ça. Puis sinon, un petit peu plus personnellement, je viens de Charlevoix. Je suis pas une fille de la ville du tout. J'ai déménagé ici pour mes études parce que c'était beaucoup plus facile, tout simplement. Je suis restée par amour. Donc, maintenant établie dans la région de Portneuf. Puis, passionnée des chevaux depuis mon tout jeune âge. Là, depuis que j'ai 4 ans, je monte à cheval. J'en possède un. Ça fait quand même vraiment partie de ma vie là, quotidienne, je dirais. Donc, ça ressemble à ça. Qu'est-ce qui a fait en sorte que, mettons, au secondaire, tu t'es dit, moi, je vais aller étudier en assurance et services financiers? C'est pas moi. Non? C'est pas moi du tout. Tu sais, moi, j'ai personne dans mon entourage qui fait ça. Je savais pas que ça existait, tu sais. Chez nous, dans Charlevoix, c'est très souvent les institutions financières qui ont le gros bout du bâton, comme on dit, là. Donc, je voulais être vétérinaire pour les grands animaux, de base. Ben oui. Peut-être moins un petit peu passionnée par les études que ce que ça prend pour être vétérinaire. Donc, j'étais allée voir ma conseillère en orientation. Elle m'a fait passer les petits tests là, normaux. Puis, ça a sorti, tu sais, quand même, la relation avec les gens était très forte, que j'étais bonne là-dedans aussi. Fait que c'est ça qui m'a amenée vers l'ODEC en assurance et services financiers. Mon Dieu, fait que tu t'es lancé là-dedans sans trop savoir, sans trop connaître dans quoi tu t'embarquais. Exactement. J'avais aucune idée des professions qui se pouvaient. Je savais même pas si ça allait déboucher à quelque chose que j'allais aimer parce que, tu sais, ça aurait pu ne pas m'attirer du tout, là. Ouais. Puis finalement, je me suis rendu compte que c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Fait que je suis restée par amour aussi en assurance services financiers.
Puis, ouais, en amour pour le cœur, puis en amour Ouais. aussi pour la job. Mais tu sais, en même temps, c'était quand même un gros move, tu sais, de déménager à Québec pour étudier dans quelque chose que tu connaissais pas du tout, là. C'est quand Ouais, même... la petite fille de campagne l'a trouvé difficile, tu sais, d'arriver, là, ça s'entend pas trop, là, mais l'accent, c'était quand même assez fort, tu sais, d'arriver dans un grand cégep. Moi, mon école primaire, il y avait 64 personnes, Oh là. dans l'école complète? Oui, fait que ça a été un grand step, vraiment Ah, wow. beaucoup de gens autour de moi que je n'étais pas habituée, tu sais, mais je pense que je m'y plais, puis tu sais... ça fait partie de moi, là, de ma personnalité, puis je pense que c'est une force aussi dans Ben ma oui. clientèle. J'espère. Très Ouais. cool. Ben, content d'en apprendre davantage. Ouais. Vincent, toi, qu'est-ce qui t'a apporté à... Moi, c'est une erreur de parcours. Ouais? À l'époque, moi j'ai étudié comme programmeur analyste. J'étais à mon compte comme informaticien. J'ai fusionné ma compagnie en informatique à l'époque à quelqu'un d'autre. Puis à la fin 2016, je voulais aller à gauche, mon partenaire voulait aller à droite. Enfin, c'est l'histoire classique où tu t'entends plus puis tu te sépares à l'amiable. Puis ma mère était dans le domaine depuis 98. Puis elle n'avait pas de relève officielle. Fait que là, elle m'a Ok. dit, ça te tenterait-tu de prendre la relève? J'avais toujours dit non. Puis là, je me suis dit, rendu là, pourquoi pas? Ça a commencé de même. Fait que j'ai suivi les cours pour être représentant d'épargne collective de soir en 2016. J'ai eu mon permis en janvier 2017, juste pour la période REER, histoire de partir ça en douceur. C'est vraiment un choix logique pour ça. 2018, j'ai passé mon cours d'assurance. Depuis février, je suis planificateur financier officiellement. Fait que, Félicitations! merci. Fait qu'on a vraiment été dans cette approche-là. C'est une erreur de parcours, mais une erreur qui finalement m'a plu. Je sais, j'ai un côté, comme on disait à la blague bleue, très analyste. Ma mère est ingénieure de formation, 90% de notre clientèle doit être des ingénieurs. Fait que je me suis assez vite retrouvé là-dedans. C'est mon côté analytique, aimer des fichiers Excel, calculer des chiffres. C'est moi. Donc c'est ça, on s'est retrouvé là-dessus pour ça. Puis au niveau de la clientèle, ça a été un beau fit parce que si on a été capable de faire une transition, c'est tout en douceur. Je pense que la première année, j'ai juste suivi ma mère aux rencontres sans rien dire ou presque. Puis tu sais, graduellement, c'est moi qui ai pris un peu plus de place. Puis ma mère a pris sa retraite au complet en 2022, j'ai racheté la clientèle, puis on a continué à partir de là. Fait que pas mal ça, on a progressé pas mal par acquisition, d'autres conseillers à l'interne, etc. Fait que on est rendu une équipe familiale, ma mère a pris sa retraite, ma blonde travaille à cette heure à temps plein avec moi, fait que je suis marié de tous les côtés. C'est ça. Le divorce n'est vraiment pas une option, mais blague à part, non, c'est ça, vraiment une belle petite entreprise familiale, on mise sur le service avant tout, fait que c'est vraiment là-dedans, mais avant ça, j'ai jamais prêté le moindre intérêt à ce que faisait ma mère. Tu sais, je savais ce qu'elle faisait, mais elle me disait, il faudrait que tu places des REER. Ok, prends mon argent, puis place-le comme bon. Tu sais, aucun intérêt, je suivais absolument pas ça. Oh, ouais. Zéro pied de barre. Puis ça a vraiment été, tu sais, quand elle m'a proposé de prendre la relève, puis tu sais, j'étais à un embranchement dans ma carrière, je me suis dit, pourquoi pas, puis j'ai regardé ça. Là. Mais avant ça, je savais qu'elle faisait des placements puis de l'assurance, mais un peu comme Alison, là, c'était comme... Puis, tu sais, qu'est-ce qui te plaisait, mettons, tu sais, quand tu voyais ta mère, exemple, être conseillère, tu sais, y avait-tu quelque chose qui te plaisait pour que, à un moment donné, tu fasses, OK, moi, ça pourrait peut-être m'intéresser? Ben moi, ce que j'ai toujours détesté dans le travail, c'est la routine. Ok. C'est ce que je faisais en informatique, puis ce que je retrouve là, c'est que je faisais tout. Tu sais, je rencontrais les clients d'informatique, je faisais les soumissions, je faisais le livrage, je distribuais, j'installais, etc. Enfin, j'avais pas une routine clairement établie où un matin je rentre puis je fais juste ça. Puis tu sais, dans le service financier, on retrouve ça aussi parce que tu sais jamais quel client va t'appeler, tu sais jamais sur... Tu sais, tu as toujours ta journée type dans ta tête, puis habituellement rendu à 9h30, t'es rendu ailleurs. Ouais. Enfin, ça reste ça. Fait que moi, c'est ça qui est allé me chercher le plus. Tu gardes le côté humain, je gardais mon côté analyse. Le fait que ce soit pas une job routinière avec toujours les mêmes tâches que tu fais toujours dans le même Quand ordre, même etc. entrepreneur aussi, là. Tu sais, dans le sens Ouais, ça, que je l'ai. t'avais déjà la fibre entrepreneuriale, à mon avis, là. Ouais, je l'ai déjà été, tu sais, en informatique, quand je suis sorti du cégep, j'avais 19 ans, j'ai parti ma business en partant, j'ai pas voulu travailler pour personne. Puis, fait, tu sais, être à mon compte était, je dirais, quasiment non négociable. C'est ça, tu savais déjà un peu c'était quoi être entrepreneur, fait que peut-être que... Ouais, puis avoir un boss au-dessus de toi qui a pas qui te pousse ou quelque chose. Tu sais, j'avais aucun intérêt pour ça, là, Tu dirais-tu que ça t'a simplifié la vie de savoir c'était quoi être entrepreneur en te lançant?
Oui, puis non, parce que ça reste quand même un domaine d'activité complètement différent, mais moi, j'avais pas cette crainte-là parce que je l'avais déjà fait. C'est sûr que quelqu'un qui sort de l'école puis qui décide d'être conseiller indépendant, c'est surtout, nous, on est toujours chez Service en placement PIC, là, mais c'est l'indépendance dans tous les sens du terme. Là, fait tu sais, t'as pas réellement de bureau d'intégration ou de formation interne ou quoi que ce soit. Fait c'est comme, félicitations, t'as ton diplôme, t'as ton titre, t'es rattaché, amuse-toi. Fait c'est sûr que quelqu'un qui sort puis qui se retrouve dans ce contexte-là, ça peut être plus compliqué. Moi, j'avais déjà eu l'habitude de ça, puis tu sais, je partais pas non plus d'une page blanche. Ma mère était établie, elle avait sa clientèle, elle était capable de me fournir un salaire sur les premières années de base pour couvrir le manque à gagner, etc. Parce que j'ai fait le changement en 2017, j'avais 33 ans, on avait déjà une maison. À l'époque, on regardait activement pour avoir des enfants. Il me fallait quitter puis repartir à zéro sans salaire, ça aurait pas été le même jeu à ce moment-là. Non, c'est ça. Fait qu'on pourrait dire que tu as quand même eu une belle occasion d'affaires avec ta mère. Ouais, c'est pour ça que je dis que c'est une erreur de parcours, parce que c'était pas du tout planifié, puis ça aurait été n'importe qui d'autre que ma mère, je pense que j'aurais jamais même regardé l'opportunité d'aller dans le domaine, pour être honnête, là, c'est... Ah, ben c'est le fun. Quand nos parents aussi sont là, ça aide un petit peu, mais ça reste que... Il y a toujours des défis quand même. Ouais, l'avantage, c'est que ma mère a le même caractère que moi, là. OK. Fait que si on a la même... C'est un avantage? Ouais, Je sais pas, je dis ça comme ça. Fais-moi pas dire ce que j'ai pas dit, là, parce que ma mère va sûrement écouter. Mais au niveau du travail, ça avait l'avantage qu'on avait... C'est la même vision au niveau des placements, la même approche, etc. Les clients se sentaient pas dépaysés en arrivant avec toi. Non, toi. parce que j'étais pas le jeune qui arrivait puis qui mettait la hache dans ce qui avait été fait dans les 20 dernières années. Puis j'ai gardé la même approche. On a fait 4 achats de clientèle en tout. Les 3 autres, c'était des gens que je connaissais pas pantoute. Là. C'est comme, je vais prendre ma retraite, je suis malade, j'arrête dans 3 mois. Là. Okay. Comme, veux-tu racheter? Oui. Mais là, j'ai arrêté la même... habituellement, sur la première année, j'ai touché à rien. Puis après, progressivement. J'ai toujours eu cette approche-là où on évite de mettre la hache, puis on évite de réinventer la roue si la roue marche déjà. Là, Puis tu as quand même commencé à 33 ans, tu as une certaine maturité aussi, là, que tu n'as pas nécessairement, des fois, comme à 20 ans. Là, quand tu commences, ça reste que les clients, ils te prennent quand même plus au sérieux en placement. Là, dans trentaine, des fois, c'est pas évident. Là, en tant que début vingtaine, en tout cas. Moi, j'ai commencé à 25 ans, puis je trouvais déjà que j'avais une longueur d'avance que commencer, exemple, à 20-21 en sortant du cégep. Ouais, puis c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui sortent aussi tôt puis qui vont commencer dans une bannière ou autre, parce que c'est dur d'aller voir quelqu'un qui a 40-50 ans. Puis toi, tu viens juste de sortir de l'école, t'as 22 ans, t'as un costume qui te fait pas vraiment, puis tu dis, écoute, je vais t'expliquer comment on va t'amener à la retraite. Là. Absolument, c'est confrontant, puis les clients, ils ont le double de mon âge, là, des fois. Mais je pense que la relation se crée avec l'expertise, à un moment donné, ils comprennent. Mais je comprends qu'à 33 ans, c'est peut-être plus facile qu'à 22. Ouais, puis j'avais déjà... à l'époque, j'avais encore des cheveux, puis j'avais déjà des cheveux blancs. Là, c'est un avantage. C'est ça. On partage le même avantage. Ouais, c'est ça, Alexandre, c'est la même affaire. Alex, justement, parle-nous de toi, là. Ouais, écoute, un parcours un peu atypique comme celui de Vincent. Moi, j'ai démarré dans un autre domaine complètement il y a une quinzaine d'années. Je suis comptable de profession. Donc, le côté analytique, justement, ça me rejoint. Ça me rejoint énormément. J'ai travaillé 6 ans dans le domaine, puis j'étais à Montréal à ce moment-là. Puis c'est là que j'ai démarré ma carrière. Et puis là, je voulais revenir vers Québec. Et s'est présenté cette opportunité de faire un petit virage vers les services financiers, parce que la comptabilité, c'est pas très loin non plus. Là, donc, on se comprend, il y a des choses qui vont quand même un dans l'autre. C'est quand même un bel avantage là, d'être comptable, je trouve. Pense que oui, je continue puis je l'ai gardé, mon titre aussi, parce que je trouvais que c'était super important. Puis j'avais un ami de longue date qui, lui, avait son cabinet. Puis à ce moment-là, il venait souvent à Montréal, me parlait de qu'est-ce qu'il faisait, puis que ça serait le fun de travailler ensemble. Puis j'ai pris au mot. À un moment donné, j'ai dit, regarde, Charles, je suis prêt à revenir à Québec. Je suis prêt à faire un virage vers les services financiers. Donc, j'ai passé mes permis, en épargne collective, en assurance collective, puis en assurance de personnes. Ça, c'est fin 2018. Et j'ai obtenu mes permis 2019. J'ai démarré à la base
complètement, comme adjoint administratif, on va dire. Ah, Puis, fallait apprendre, là, Ben oui. sur le plancher des vaches, comme ils disent. Puis, de fil en aiguille, j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré. Tu sais, le côté comptable, c'est sûr que c'est un peu routinier. Tantôt, on parlait justement de la routine. Là. Tu sais, moi, dans le domaine où j'étais de nature, c'était un 365 jours. Puis ça recommençait. On faisait sur le bouton reset. Ça, c'était ma vie de comptable. Ce que j'adore maintenant, c'est vraiment là, le fait que chaque journée est différente. Chaque journée a un nouveau challenge. Puis j'ai un côté aussi très humain. J'aime ça rencontrer des gens. J'aime ça travailler avec des gens. Puis donc, ça m'a permis vraiment d'ouvrir mes horizons vers ça. Et depuis 3 ans, 3 ans et demi même. On est maintenant partenaires ensemble dans le cabinet. Donc, ça a été un beau processus, disons, puis ça continue. On a plein de belles occasions et tout. Donc, c'est un petit peu le pedigree, très rapidement, mais ça ressemble à ça, mon entrée en la matière. Dis-moi donc, justement, la clientèle, est-ce que c'était une clientèle qui était déjà au bureau, tu t'es mis à travailler dans cette clientèle-là pour apprendre ou tu allais chercher tes propres clients? Non, ben en fait, à la toute base, c'est vraiment un genre de petit bout qui m'a été confié carrément. Donc, tu sais, ça a été très différent de bâtir. Oui, j'ai bâti mes clients un petit peu, mais tu sais, je suis arrivé dans le domaine, j'avais 30 ans environ. Puis on va se le dire, à 30 ans, tes chums autour de toi, ils ont tous déjà leurs conseillers, ils sont tous déjà pas mal accompagnés. Donc, oui, il y en a par défaut qui sont venus vers moi, mais c'était beaucoup des clients déjà du cabinet. Mais tu vois, tu sais, certaines personnes peuvent le voir comme un challenge ou voir comme un beau cadeau. Moi, je le voyais au tout début comme un challenge, mais c'est ce que j'aime aussi parce que, tu sais, on fait affaire avec des gens ils savent pas je suis qui, ils savent pas de où est-ce que je sors. Oui, on est quand même capable de conter une histoire autour de ça, mais reste que c'est pas moi qui ai bâti la relation. Donc, mais c'est ce que j'ai aimé. C'est ce que j'ai aimé parce que ça m'a permis de, oui, faire des erreurs, mais apprendre aussi, puis développer un peu plus le côté, je parlais du côté humain et aussi le côté relationnel. Donc, à la base, ça a été vraiment des clients du cabinet qui m'ont été confiés. C'est comme ça que ça a commencé. Ben oui, je comprends. Puis, tu sais, je pense que tu viens aussi quand même, tu sais, ton père, je pense qu'il y avait aussi un cabinet d'assurance de dommages. D'assurance de dommages, exactement. Fait que j'ai toujours gravité un petit peu autour de ça, mais jamais vraiment concrètement. Ouais. C'est ça. Puis, tu sais, est-ce que tu voyais, mettons, ton père, est-ce que tu le voyais travailler fort ou tu voyais qu'il y avait quand même du plaisir dans son travail? Ouais, ben mon père, tu sais, mon père a fait ça un peu par défaut, si on peut dire. Donc, tu sais, il s'est retrouvé là-dedans, puis ça a bien fonctionné. Il a travaillé très, très fort. Fait que moi, je l'ai vu travailler énormément fort. Puis, ça n'a jamais été dans l'ordre des choses que je reprenne son cabinet à lui, parce que justement, tu sais, lui, avait jamais vu ça nécessairement comme une entreprise familiale où, tu sais, lui voulait dire, c'est bon, moi c'est terminé, j'ai fait mes choses, puis je suis fier de ce que j'ai accompli. Fait que je l'ai toujours vu quand même comme un modèle d'entrepreneur parce qu'il a réussi à bâtir quelque chose de bien, de très bien même. Mais Charles, mon nouvel associé maintenant, c'est lui qui a justement développé les services financiers pour son cabinet. Et puis, c'est là que l'histoire s'est poursuivie par la suite. Hein. Ça te faisait-tu peur quand que tu te voyais rentrer dans les services financiers de travailler plus fort ou tu savais que tu pouvais quand même avoir un beau style de vie? Ben, ça m'a jamais fait peur parce que c'est vraiment toujours de la façon dont mon père me l'a inculqué. Dans le sens que, tu sais, la première chose que j'ai appris, c'est compte jamais tes heures. C'est vraiment ça puis c'est ce qui a fait aussi ma force dans mon ancien domaine. Je me suis démarqué rapidement parce que c'était moi qui disais tout le temps oui, puis j'étais là, puis ça m'a appris à me démarquer rapidement. Donc, ça me faisait pas peur. Je vais pas dire la chance parce que ma conjointe va sûrement l'écouter, mais j'ai la chance, ou en tout cas, j'ai la situation actuelle où est-ce que j'ai pas d'enfant. Donc, c'est sûr que c'est plus facile d'avoir une vie moins équilibrée, disons. Donc, pour l'instant, tu sais, je te dirais que dans les dernières années, c'est un choix qu'on avait fait ensemble, de dire, on sait que ça va être quelques années très, très occupées. Mais ça m'a jamais fait peur parce que j'ai toujours vu mon père un peu faire la même chose, finalement. Ben oui, c'est ça. Bonjour, je m'appelle Mike Mainville, je suis conseiller en sécurité financière et conseiller en assurance et rente collective et depuis 3 ans, je suis directeur principal Québec, développement des affaires et marketing chez UV Assurance.
Salut Mike! Salut Jade! Bienvenue sur le podcast des conseillers de l'avenir. Ça me fait plaisir de pouvoir participer à ce podcast avec la pionnière en matière de podcast financiers au Québec. Ah, t'es drôle! Je me sens vraiment pas comme ça, mais merci pour ces bons mots. C'est vraiment gentil. En fait, tu viens sur le podcast, on va faire des capsules ensemble. En fait, aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parle comme un peu des obligations générales du conseiller. T'sais, on ne veut pas commencer à parler en jargon, à compliquer les choses. On veut justement simplifier tout ça. On veut connaître c'est quoi les obligations du conseiller. T'sais, juste se remettre un peu. Là. Des fois, on tombe dans notre travail, dans notre quotidien de conseiller, puis là, on oublie de faire peut-être certaines choses. On veut juste que ces capsules-là puissent nous repositionner pour pouvoir rendre vraiment service à nos clients, finalement. Respecter notre conformité, respecter nos obligations, notre déontologie qui est réellement importante. Juste un petit rappel, un petit wake-up call, des fois, ça fait du bien. Absolument. Plongeons dans le quotidien, dans les formulaires, parce que derrière chaque formulaire, Jade, il y a une personne avec des objectifs, avec des rêves et parfois même des surprises. Et notre job, c'est de les accompagner sans se perdre dans la paperasse et de ne pas avoir de sanctions à cause de cette paperasse-là. Et il y en a quand même pas mal. On va survoler tous ensemble. Exact. Fait que je commence par ma première question. C'est quoi la base? En fait, je commence par la base. C'est quoi les obligations générales d'un conseiller en sécurité financière? En fait, les obligations générales d'un conseiller, ce sont les fondations de la pratique professionnelle. Elles encadrent la relation avec le client, la tenue de dossier, la confidentialité. Et le conseiller est tenu, Jade, d'agir avec compétence, intégrité, diligence, loyauté. Ce sont des mots importants et qui pèsent lourd dans la carrière du conseiller en sécurité financière. Il faut aussi protéger les renseignements personnels. Il y a de nouvelles lois qui se sont ajoutées au cours des dernières années. Donc, pas de post-it avec des numéros d'assurance sociale sur l'écran, s'il vous plaît. Pas d'écran d'ordinateur ouvert sans que personne soit en arrière de l'écran. On voit souvent ça encore quand on passe dans des bureaux en service financier. Quelqu'un s'est levé, n'importe qui peut entrer, peut aller fouiller sur l'ordinateur. On barre nos ordinateurs quand on n'est pas devant. Et la loi encadre énormément de choses. Il faut être à l'affût de la réglementation parce qu'il y a l'ABF, il y a le préavis de remplacement, il y a la loi 25 sur la protection des renseignements personnels et on pourrait en nommer bien d'autres et on va aborder quelques-uns de ces sujets pendant ce podcast. Super, merci. C'est une belle intro. Mais j'aimerais savoir pourquoi c'est important de bien connaître son client. En fait, c'est l'obligation centrale du conseiller. C'est ce qu'il doit faire avant d'offrir des produits financiers à son client. Le conseiller, il doit comprendre la situation financière, les objectifs, les besoins. Il doit comprendre aussi la tolérance au risque de son client. C'est pas juste une formalité de remplir ces documents-là, c'est vraiment une conversation stratégique parce que ça vise à mettre en place un plan. Et ce plan-là, il doit être personnalisé pour le client. Si le conseiller ne connaît pas son client, il pourrait lui recommander un produit qui ne lui convient pas. C'est un petit peu comme essayer d'offrir un parapluie à quelqu'un qui habite dans le désert. Il n'en a pas vraiment besoin. Et un des exemples qui me vient en tête, c'est le conseiller qui offre de l'assurance vie universelle à tous ses clients. C'est peut-être pas le produit le plus adapté pour l'ensemble de sa clientèle. Mais il y a une clientèle pour ça. Ouais. Et les plaintes des clients, Jade, viennent souvent d'une mauvaise analyse ou de mauvais conseils. Donc, de là l'importance de faire une bonne analyse et de donner de bons conseils. Je suis tellement d'accord parce que, étant conseillère, personnellement, des clients qui arrivent qui disent « Hey, moi, je sais qu'est-ce que j'ai besoin. » Non, c'est pas à toi de décider ce que tu as besoin. C'est ma job. J'ai besoin de te connaître comme du monde. On a besoin de vraiment rentrer en profondeur, se connaître, puis après ça, je vais pouvoir te faire des recommandations. T'sais, on peut pas faire des commandes. Absolument. Absolument. C'est quoi en fait, il doit y avoir des erreurs fréquentes chez les conseillers. Tu pourrais-tu m'en nommer quelques-unes? Oui, il y en a beaucoup. Et la première, dont on ne parle pas assez, je pense, c'est de ne pas vérifier l'identité du client correctement. Souvent, les conseillers prennent pour acquis que la personne qui est devant eux, c'est la bonne personne. Or, vous ne le savez peut-être pas parce que vous n'avez peut-être pas lu la déclaration du conseiller dans une proposition d'assurance ou dans une proposition d'investissement, mais c'est clairement écrit lorsque vous signez cette proposition que vous avez vérifié l'identité du client. Donc, vous confirmez l'identité de votre client, vous confirmez que vous l'avez fait.
l'avez-vous réellement fait? Parce que ça va vous revenir si vous ne l'avez pas fait et que la personne s'est fait passer pour une autre personne. Autre erreur, donner des conseils sans avoir tous les faits. Il faut avoir tous les faits en main pour pouvoir donner des conseils. Garder des notes floues aussi, c'est une erreur extrêmement courante en déontologie. Des phrases incomplètes du genre « le client veut épargner ». Oui, mais pourquoi il veut épargner? Quand? Combien? Est-ce que c'est pour la retraite? Est-ce que c'est pour un fonds d'urgence? Est-ce que c'est pour s'acheter un bateau, par exemple? Et une autre erreur à ne pas commettre, c'est ne pas mettre à jour le dossier, Jade. Parce qu'un client qu'on a rencontré en 2019, sur lequel on a assuré ses 2 enfants, ne pas l'avoir recontacté, bien, ça fait peut-être qu'en 2025, il y a un 3e enfant qui s'est ajouté, qu'il n'est pas assuré. Et donc, on n'a pas fait de suivi de dossier adéquatement avec lui. C'est ça, il ne faut pas avoir peur de solliciter nos clients, leur dire « Écoute, on doit remettre ton dossier à jour, c'est pas pour t'écœurer ou te vendre un nouveau produit, c'est juste pour le mettre à jour pour répondre à tes nouveaux besoins parce que ça change, ça évolue continuellement, finalement. » Comment un conseiller peut s'assurer de respecter toutes ses obligations sans devenir un robot administratif, parce qu'on le sait, hein, c'est souvent le problème chez les conseillers. Le monde, l'administration, ça les écœure. Puis ça peut être complexe. Ça peut être complexe parce qu'il y a quand même beaucoup de sources d'informations. Mais la base, je vous dirais, allez consulter le site Infodéonto de la Chambre de la sécurité financière. Infodéonto contient une foule d'informations sur la tenue de dossier et c'est vraiment la base du conseiller en sécurité financière. C'est une section vraiment très intéressante. C'est une lecture qui, à mon sens, devrait être faite par l'ensemble des conseillers. Prenez-vous une demi-journée, là, puis lisez l'ensemble de la section Infodéonto sur le site de la Chambre de la sécurité financière. Posez des questions ouvertes aussi, écoutez attentivement, prenez des notes, documentez de façon claire, mais pas bureaucratique, parce qu'on n'est pas là pour écrire un roman, on est là pour écrire un bon résumé qui va nous servir. Parce qu'on a rencontré un client en 2016, on le rencontre en nouveau en 2025, il questionne nos décisions de 2016. Hey, pourquoi on avait fait ça? Je m'en souviens pas. C'est une très mauvaise réponse. Il faudrait l'avoir la note au dossier. Pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a mis ce plan-là en place? Pourquoi on a cette assurance-là? Ah, ben c'était parce que, est-ce que c'est toujours utile aujourd'hui? On peut le revérifier, mais ça permet au conseiller d'avoir un suivi de dossier beaucoup plus efficace et d'avoir une crédibilité auprès de son client qui questionne les plans qui ont été mis en place précédemment. Et surtout, ne pas avoir peur de dire « je vais vérifier ». Parce qu'on ne peut pas tout savoir, et s'encadrer d'autres professionnels qui peuvent nous aider, par exemple des avocats, des notaires, des fiscalistes. Tout ça, ça peut être très, très intéressant dans notre pratique et on ne peut pas tout savoir et c'est normal qu'on ne sache pas tout. Même une adjointe, là. Tu sais aussi, là, quelqu'un qui nous aide dans notre paperasse administrative, qui nous soutient au quotidien. C'est un investissement. C'est pas une dépense, c'est un investissement. Absolument. Puis si jamais on ne respecte pas ces obligations-là, qu'est-ce qui pourrait nous arriver en tant que conseiller? Bien connaître son client, Jade, c'est un peu comme un GPS. Si tu ne mets pas la bonne destination, ben, tu vas peut-être finir dans le champ. Puis il n'y a personne qui veut finir dans le champ. Puis quand tu finis dans le champ, ben, ça finit généralement pas très bien. Donc, il faut être curieux, rigoureux, surtout se rappeler qu'on ne peut pas plaider qu'on ne savait pas face à une plainte. Ouais. Hein? La réponse « j'étais pas au courant » devant le syndic de la Chambre de la sécurité financière, ce ne sera pas une réponse acceptable. Et finalement, il faut se rappeler que la conformité, ce n'est pas une punition, c'est une protection. Pour les conseillers, il faut en faire notre ami. Même si ça ne nous tente pas de remplir des formulaires, c'est notre ami. Donc, en résumé, connaître son client, ce n'est pas une option, c'est une boussole. Respecter ses obligations, c'est un gilet de sauvetage. Si on veut naviguer longtemps dans l'industrie, Jade, il faut adopter la conformité, il faut s'en imprégner, il faut qu'elle devienne une seconde nature. Allez faire un tour sur le site de la CSF dans la section Infodéonto pour en apprendre un peu plus. Puis, en même temps, de faire un wow devant son client, d'être au courant de son dossier, de se rappeler, de revoir ses notes avant d'une rencontre client. Puis, je le vois, là, moi, je commence à revoir des clients de longue date. Puis, quand que les clients se rendent compte que tu te rappelles, entre parenthèses, parce que tu viens de le lire, ils sont comme « Ah, wow, tu sais, j'ai fait un bon choix il y a 7-8 ans. » Tu te souviens de ça? Oui, exact. Oui, effectivement, ça confirme leur choix. Oui. As-tu un dernier conseil pour cette capsule? Ça va. Ça va? Ben, merci beaucoup, Mike. Merci, Jade. Très cool, Crime. Je suis contente d'en savoir plus sur vous. Mais en fait, tu sais, qu'on en apprenne davantage, tu sais, puis... Toi, Jade?
Parle-nous de toi un petit peu. Ben oui, je peux vous parler de moi. C'est à mon tour d'être gênée. C'est pas possible, ça. J'y crois pas. Bon, ça va durer 2 secondes. Ben, tu sais, moi, je dirais que oui, j'ai eu la chance, tu sais, de naître dans le domaine des services financiers. Tu sais, je dis des fois que ça fait plus de 20 ans que je navigue pareil dans le monde des services financiers parce que j'ai commencé en 2003 à travailler pour mon père qui avait un cabinet. Mais mon père, il avait un petit agent général. Il était vraiment spécialisé en assurance invalidité auprès des travailleurs autonomes, des groupes associations. Fait que je dirais qu'on avait vraiment une expertise. Fait que nous, on était vraiment assurance. Là. Vous autres, vous le savez parce que vous me connaissez, que, tu sais, les placements, pour moi, c'est quand même assez récent, assez nouveau. Mais c'est ça, fait que j'ai navigué à travers ça. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours vu, justement, c'est pour ça que je posais la question, tu sais, mettons, vos parents travaillaient fort, qu'est-ce qui vous a inspiré? Mais, tu sais, moi, j'ai toujours vu mes parents avoir du fun, là, dans le fond. Puis, tu sais, dans le fond, c'était un petit agent général, mais que, tu sais, mon père était toujours parti, il faisait du recrutement de conseillers dans les hôtels. Après ça, tu sais, dans les colocs, tu sais, dans ce temps-là, il y avait des voyages de compagnie. Fait qu'il faisait 2-3 voyages de compagnie par année. J'étais là, oh mon Dieu, que ça a l'air le fun, pareil, tu sais. Mais ça reste que j'avais tellement un côté artistique que je me disais, tu sais, c'est pas fait pour moi, nécessairement, les services financiers. Fait que j'ai comme toujours travaillé pareil pour mon père, jusqu'à un jour, j'ai demandé que j'ai dit, bon, ben ok, parfait, tu veux vraiment que je travaille? Parce que mon père, il voyait comme le potentiel de la grande gueule que je suis. Fait que, il se disait, ah ben, elle pourrait faire une bonne vendeuse d'assurance. Mais moi, c'est ça, ça me puait au nez, là, honnêtement. J'étais comme, ah non, tu sais, mais j'ai dit, OK, tu veux que je l'essaye. Puis il m'a fait travailler, il m'a fait faire de la prospection téléphonique pour un conseiller. J'avais 17 ans, puis je faisais des appels pour booker des rendez-vous pour de l'assurance hypothécaire. Je savais même pas c'était quoi une hypothèque. J'avais un speech, je partais, je pleurais pour y aller, puis je pleurais en revenant parce que ça marchait pas, tu sais, à 17 ans, là, vendre des rendez-vous, tu sais, prendre des rendez-vous, c'était vraiment pas facile. Fait que j'ai dit à mon père, c'est pas fait pour moi. Moi, je débarque. Fait que c'est ça. Fait que finalement, pendant peut-être un an ou 2, finalement, pas si longtemps que ça, j'ai été étudier, puis jusqu'à temps que de m'en donné, je travaille dans les bars, puis je goûte à l'argent, puis que je me dise, ouais, étudier dans les arts, c'est peut-être pas le style de vie que je veux, finalement. Je veux voyager, je veux avoir du fun, puis surtout que j'aime rencontrer les gens. Tu sais, j'aime vraiment être en contact. Puis, tu sais, à un moment donné, je disais à mon père, moi, je veux passer mes journées à parler, là, tu sais, c'est le fun de parler, tu sais, j'ai travaillé 9 ans dans les bars, puis par le side, parce que j'aimais ça, parler, puis servir le monde, mais ça m'a appris énormément. Fait que, j'ai fait des études, puis j'ai dit à mon père, OK, parfait, je reviens, mais je reprends la relève du cabinet. Je ne deviendrai pas conseillère, mais je vais prendre la relève du cabinet, fait que de son agent général. Fait que j'ai décidé de prendre la relève du cabinet. Puis finalement, après quelques temps, tu sais, à faire de l'administration, de la gestion, à être enfermée dans un bureau, je parlais pas à grand monde finalement, tu sais. Puis tu sais, le temps d'apprendre, c'est quand même un grand monde, là. Tu sais, c'est tough, là, apprendre tout le langage, tout, tu sais, comment parler. Tu sais, il fallait que je parle à des conseillers principalement. On était un agent général. Fait que connaître, tu sais, comment ça fonctionne. Tu sais, les agents généraux, la bonification, après ça, combien que ça peut te rapporter. Après ça, tu sais, les ententes avec les compagnies d'assurance. Puis ça, c'était quand même compliqué. Je trouvais ça de la peau, finalement, là. Fait que demandé mon père, il dit, va donc passer tes permis, puis commence à vendre, puis tu vas voir que ça va être plus facile d'apprendre. Puis effectivement, j'ai passé mes permis en 2014. Mais tu sais, je faisais comme la vente à mes amis, des gens que je rencontrais ici et là. Puis finalement, à un moment donné, après quelques années, à faire du développement du cabinet, développer un peu sur le site de ma clientèle, après mon congé de maternité, à un moment donné, j'ai dit, hey, je t'en ai un peu de travailler. Je travaillais beaucoup, là, peut-être 60-70 heures par semaine. Je me disais, c'est pas nécessairement le style de vie que je veux. Je venais d'avoir un enfant, fait que, tu sais, à un moment donné, ça met les choses en perspective aussi de te dire, crime, qu'est-ce qui pourrait combiner toutes mes forces, devenir conseillère en sécurité financière. Fait que je suis conseillère en sécurité financière officiellement à temps plein là, depuis janvier 2022. Fait que ça fait comme juste 3 ans finalement que je fais ça à temps plein. Fait que là, j'apprends à vitesse grand V parce qu'on était tellement spécialisés en assurance invalidité que le reste, je connaissais pas ça. T'sais, j'ai commencé à connaître
des vraies grosses polices d'assurance vie, exemple, en 2021-2022, comment ça fonctionne, comment que ça peut être avantageux. Après ça, j'ai commencé à faire du placement un peu. Là, je fais des fonds distincts principalement. Fait que je vais aller chercher mes permis de fonds. Là. Ça va être un objectif. Mais tu sais, j'ai la chance aussi d'avoir mon frère dans l'entreprise. Puis on se challenge, on se motive. Fait que, tu sais, j'ai été chercher beaucoup de coaching aussi qui m'a fait réaliser, tu sais, à travers le temps qu'à un moment donné, tu sais, oui, c'est beau travailler, mais c'est beau aussi gagner des revenus. Parce que ça reste qu'avoir un agent général comme on avait, c'était super le fun, là, super challengeant, mais de se verser des revenus, d'attendre après des conseillers pour former des conseillers. J'ai fait ça pendant quelques années, là, c'est pas facile. C'est pour ça que je vous posais des questions d'entrée de jeu sur se lancer comme conseiller indépendant. Là, c'est vraiment, vraiment tough. Puis c'est une des raisons pourquoi j'ai décidé de m'impliquer sur le RJCQ. Tu sais, dans le fond, c'est tellement difficile, tu sais, en début de carrière comme conseiller, tu rushes, tu sais, parce que comme conseiller indépendant, on s'entend, on se lance en affaires, là, complètement. Oui. Fait que là, on est rendu avec plein de chapeaux. Fait que si on commence à 20 ans, ben, des fois, ça faut que tu sois vraiment encadré, tu sais, faut que tu aies du soutien de partir de chez vous à Saint-Éphrem, dans ton sous-sol, c'est quasiment impossible, tu sais, sans acheter de clientèle, sans sortir de ta zone de confort régulièrement pour te faire voir, parce que en fait, c'est une business complètement. Puis ce que je reproche un peu à l'industrie, des fois, c'est que, ben quand tu commences, t'es courtier. Fait que tu places, on travaille à peu près avec 20 assureurs, 18-20 assureurs. Là, tu essaies de placer un peu chez Industriel Alliance, un peu chez Humania, un peu chez UV Assurance, un peu chez Manuvie, un peu chez Empire, un peu, tu sais. Fait que là, finalement, t'es considéré nulle part. Non. Personne te considère, personne, tu sais, t'invite à dîner, puis là, ben, t'as de la misère à mettre du pain sur ta table en plus parce que tu vends pas, puis si tu commences à 20 ans ou 25 ans ou même à 30 ans, les primes, ça coûte rien. Fait que, tu sais, tu travailles pour peut-être la même affaire que la personne de 50 ans, que sa clientèle chaude va peut-être être plus 45-55, mais où est-ce que les primes vont être 2, 3, 4, 5 fois le prix, tu sais. Fait que c'est vraiment ce qui est pas évident, puis c'est une des raisons pourquoi que je suis rentrée sur le RJCQ en me disant, j'ai envie de donner, tu sais, j'ai envie qu'on puisse offrir, tu sais, plus de formation, plus de soutien, plus d'entraide, tu sais, pour... sur le CA, puis de donner de mon temps à la profession. J'ai comme Gabriel, notre ancien président, dirait, j'ai le feu sacré. Je suis passionnée par le domaine, j'en mange, j'adore ça, j'adore rencontrer les conseillers. Fait que c'est ça, ça m'amène justement à vous poser une question. Qu'est-ce qui vous a apporté justement à vous impliquer sur le CA du RJCQ, puis qu'est-ce qui vous tient à cœur dans la profession, là? Ben moi, j'ai commencé pendant la pandémie en tant que conseillère. Ouais. C'est rough à être sur ta table de cuisine. T'as eu tes permis, justement, puis ils sont comme, ben lance-toi. T'appelles qui, tu sais? Ouais. À un moment donné, j'ai fait le tour là, de mes cousins, mes tantes, ma famille, mon chum, tu sais. Fait que c'était vraiment difficile, tu sais. Puis, c'est un conseiller à l'époque que je côtoyais qui m'a parlé du RJCQ. Donc, je suis rentrée comme ça. Puis, il y avait des places d'ouverture sur le CA. Ouais. Puis, je suis quand même quelqu'un d'impliqué, tu sais, beaucoup dans Port-Neuf, dans ces choses-là. Fait que je me disais, mais pourquoi pas ajouter quelque chose, tu sais? J'avais du temps. C'était la COVID, on avait tous du temps. Oui, c'est ça! J'avais pas beaucoup de clients, puis j'avais du temps. Fait que je me suis dit, ben on va rendre ce temps-là le plus... on va le mettre le plus efficace possible, en fait. Puis, je voulais rencontrer des gens qui vivaient peut-être un peu la même situation que moi, tu sais, qui comprenaient exactement... tu sais, j'avais 22 ans, là, j'étais chez nous, tout seul. Je connaissais rien, ou à peu près, tu sais. Ouais. Fait que je me disais, ben pourquoi pas aller échanger avec des gens qui ont plus d'expérience ou des jeunes comme moi, là, qui comprennent pas trop ce qui se passe puis qui veulent juste en apprendre, tu sais. Fait que c'est ça qui m'a poussée vraiment à m'impliquer. Puis est-ce que ça t'a apporté ça? Oui, ben tu sais, d'avoir un filet puis une communauté, c'est beaucoup plus facile que de se tourner, tu sais, vers juste ton ordi, en fait. Ouais, puis ton MGA, des fois, il n'est pas toujours disponible. C'est ça, tu sais, des fois, avant d'avoir un retour, ben ça peut prendre 24-48 heures, par exemple, tandis qu'on a une belle communauté avec le RJCQ, puis c'est ça qui permet aussi, des fois, d'avoir une réponse rapide, puis de pouvoir agir rapidement auprès
des pas beaucoup de clients que tu as quand tu commences, tu sais. Tu veux donner le meilleur service possible, ça fait partie du lot d'un travail de conseiller. Ouais. Donc, c'est vraiment ça qui m'a amené, c'est ça qui m'a fait rester aussi. Puis, je trouve vraiment ça beau de voir des jeunes venir, tu sais, de plus en plus, puis s'intéresser à ce qu'on fait, puis avoir des conseils, du soutien. Moi, c'est ça qui me donne le feu sacré, comme Jade dirait. Oui. Bah, écoute, moi j'ai découvert le RGCQ à l'époque en 2018, une recherche Facebook, là, écoute, par hasard, je suis tombé dessus. Je venais tout juste d'avoir mes permis d'assurance, que je trouvais le monde de l'assurance compliqué comparativement au monde du placement. Là. Ça peut paraître contradictoire, mais... Mais dans mon cas, c'est contradictoire. C'est ça, mais c'est ça. Puis nous, on avait peu de support de notre agent général à ce niveau-là, parce que dans l'approche qu'on avait, puis on n'a jamais été des gros producteurs d'assurance, je les blâme pas non plus, mais c'est ça. Fait que, moi, au début, c'était juste chercher des réponses, de l'entraide. Puis dans l'informatique, j'avais toujours eu ce réflexe-là, forums d'entraide, etc. C'est quand tu es programmeur ou tu fais de l'installation d'ordinateur, etc., tu vas toujours avoir le bug bizarre, puis il va toujours y avoir quelqu'un de bizarre sur un forum perdu qui va avoir donné une réponse. Enfin, c'est la même affaire au RJCQ. C'est un peu ça. T'as une question bizarre sortie de nulle part, puis il y a sûrement quelqu'un qui va avoir la réponse parce qu'il l'a déjà vu. Enfin, je trouvais ça intéressant de cette approche-là. Puis, écoute, c'est comme toutes les affaires dans lesquelles je rentre, je me dis, je ne mettrai pas plus de temps de ça, puis c'est ça. Je finis toujours à être impliqué dans le CA et ainsi de suite. Mais je trouve que dans notre profession, il y a clairement un manque pour l'intégration des jeunes, les former. Le mode de rémunération fait tout pour nuire aux jeunes actuellement, je pense. C'est au niveau des placements, tu n'as plus de frais de sortie, etc. Il y a eu des raisons de pourquoi c'était retiré, mais il n'y a pas de réelle solution concrète. Enfin, tu sais, un jeune qui commence, la seule façon qu'il va avoir, c'est de vendre de l'assurance. En vendant de l'assurance, il crée une boute qui l'oblige à toujours vendre. Puis là, tu n'as pas envie d'être l'ami tannant qui va te gosser à tout bout de champ pour « Hey, veux-tu prendre une assurance ?» Moi, quand je me suis lancé dans le domaine, là, j'en ai quasiment pas parlé à mes amis au début parce que je voulais pas être le gars gossant qui vient d'avoir son nouveau permis, puis hey, transfère dans tes placements avec moi, puis tout. À terme, je les ai tous eus, là, mais c'est tous eux qui ont fait la démarche. C'est pas moi qui suis allé vers eux, puis je voulais surtout pas rentrer là-dedans. Enfin, je trouve ça important, la mission qu'on a de s'entraider, d'avoir un terrain d'échange neutre. Parce qu'à chaque fois que tu vas demander à telle compagnie d'assurance, il va automatiquement te vendre son produit avant tout. Puis on n'est pas des vendeurs de produits. On n'est clairement pas des vendeurs de produits. Il y en a qui le sont dans la profession, comme partout, là, mais je pense que c'est important d'être là pour aider les jeunes, les moins jeunes, parce que, écoute, je peux plus vraiment dire que je suis jeune, mais tu sais, c'est important, je pense qu'on ait une place d'échange neutre, où on est capable de s'entraider, de se donner l'heure juste quand on a besoin d'aide, de solutions. Je pense que notre industrie est dans une période de transition. Ce que nos parents faisaient, puis ce qu'on va nous faire d'ici 5 ans, je pense que ça va être 2 métiers complètement différents. Juste dans les 5 dernières années. La COVID nous a fait faire un bond technologique incroyable, mais je veux dire, juste avec les normes réglementaires qui s'en viennent, au niveau des commissions, divulgation de frais, etc., je pense que même l'industrie qu'on connaît aujourd'hui, je suis pas sûr que dans 5 ans, ça va être la même chose. Sans parler de l'évolution technologique, mais... on le voit de plus en plus, les robots sur Internet. Fait que, je veux dire, pour un jeune qui commence, puis qui se fait je peux acheter mon assurance moi-même en ligne, ou je peux faire moi-même mon placement, puis dans la presse, ils m'ont dit que j'étais mieux d'acheter un FNB passif à pas de frais de gestion, puis c'est un jeune qui commence aujourd'hui, tant qu'à moi, je trouve qu'il faut que tu sois motivé, surtout comme Alison qui est partie de zéro, qui connaissait pas le domaine, puis tout, qui prenait pas la relève de quelqu'un ou autre. Ça prend une certaine dose de courage, mais je trouve ça important d'aider, puis l'industrie est une très belle industrie quand on la gère bien. Je me sens privilégié parce que j'ai eu l'opportunité de reprendre la clientèle de ma mère. On a un beau rythme, un beau mode de vie. J'ai toujours trouvé ça important d'essayer d'aider puis de redonner aux autres parce que c'est comme ça qu'on progresse. Puis si on veut que l'industrie reste en vie, qu'elle ait une belle image, ça prend ça aussi. Là. Les seules fois où on entend parler de l'industrie dans les médias, c'est des histoires de fraude. Il n'y a jamais de belles histoires. Là. C'est le conseiller qui a permis à tel client de sauver de l'argent, qui a vendu... Non, mais je veux dire... Les assurances ont sauvé la vie, l'avenir financier de ces gens-là. Non, c'est ça. C'est pas assez sexy, là. Mais je veux dire, c'est toujours triste quand tu gères une réclamation d'assurance, mais quand tu vois que, je sais pas moi, une jeune famille
ils ont perdu leur enfant, puis grâce à l'assurance que tu leur avais conseillé de vendre à l'époque, ben, ça leur a permis de passer à travers, qu'ils ont pu faire leur deuil, etc. C'est la première fois en tant que conseiller, quand tu vis ça, ben, c'est là où tu te dis que ton travail est plus que juste ça. Enfin, je trouve ça important, c'est qu'on ait une vraie relève structurée, puis que ce soit pas juste des colonnes de chiffres, façon de parler. Fait que, pour ça, puis écoute, vous aviez l'air d'une gaine sympathique en plus. Ah. On l'est-tu finalement? Je suis encore là, fait que ça doit répondre à la question, j'imagine. Là. Tant mieux, tant mieux. Toi, Ben, Alex? moi, je réinventerai pas vraiment les discours, mais tu sais, par défaut, c'était vraiment ce qui est motivé. Tu sais, j'étais arrivé sans dire tard dans la profession, mais j'étais rendu quand même à passer trentaine. Tu arrives dans un milieu, encore une fois, je répète, mais c'est la raison vraiment pour laquelle je me suis impliqué, c'est que tu arrives dans un milieu que tu as plus ou moins de support. Il y a des gens qui performent très bien dans le domaine, puis souvent, ces personnes-là, c'est pas nécessairement ceux qui vont être les plus... qui vont t'amener l'information de façon précise, si on peut dire. Donc, tu arrives là-dedans, laisse un petit peu à toi-même. Il y a beaucoup de choses. On parlait tantôt des produits en tant que tels, mais c'est pas juste les produits, c'est d'apprendre aussi la rémunération, comment elle fonctionne concrètement, les ententes que tu parles un peu plus tôt avec certains assureurs, ça existe. Donc, c'est tellement un monde qui est vaste, puis tout dépendant de la nature, dans le type d'entreprise où est-ce que tu es. Est-ce que tu es indépendant à ton compte tout seul? Est-ce que tu as un cabinet? Est-ce que tu es un salarié dans un cabinet avec la commission ou 100% commission? C'est très vaste, fait que c'est pour ça que j'avais fait 2-3 ans dans le domaine. Je commençais à apprendre beaucoup. Puis la RJCQ, je l'avais découvert parce que tout le monde en parlait. Je trouvais que c'est un super bel outil de partage. Puis j'aimais beaucoup surtout le respect qu'il y avait dans le groupe, parce que, tu sais, ça existe, ça, des groupes Facebook à plus en finir, puis c'est pas toujours respectueux, hein, fait qu'on dirait que c'était vraiment un safe space pour les gens de vraiment partager dans un contexte professionnel, mais décontracté aussi, fait que j'aimais beaucoup l'atmosphère qu'il y avait, puis de fil en aiguille, j'ai dit... j'ai envoyé mon CV, j'ai passé en entrevue, puis j'ai poussé mon côté comptable pour dire je peux peut-être amener quelque chose d'autre dans le CA, puis tout ça. Donc, je vais gérer le budget, là, c'est Ouais, correct, c'est là, je vais le faire, prenez-moi. Est-ce qu'on a du budget pour ça? Oui, non? C'est ça. Mais non, c'était vraiment je pense que ça résume bien qu'est-ce qu'on a dit, là. C'est vraiment, tout le monde arrive dans ce domaine-là en sachant pas trop dans quoi il s'embarque. Il y a tellement d'intervenants, il y a tellement de différentes strates à connaître. Donc, c'était vraiment tenter de rendre le tout le plus... Essayer de rendre ça le plus transparent possible pour les gens, puis de garder les jeunes le plus longtemps possible. C'est ça, hein? Ben oui, c'est ça, les garder le plus longtemps possible dans la profession, parce que, je sais pas, vous autres, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais j'ai participé à une rencontre l'automne passé avec le Journal de l'assurance, puis il avait dit que, selon les statistiques canadiennes, il y avait 70% des ménages canadiens, dans le fond, qui n'étaient pas desservis par un conseiller financier. Fait que, tu sais, quand on a l'impression qu'il y a la compétition, il n'y en a pas de la compétition. On a tout à gagner à collaborer ensemble, à s'entraider, puis s'élever tout le monde ensemble. Puis c'est ça la mission du RJCQ. Tu sais, c'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre à s'entraider. Puis, tu sais, on le voit dans plein d'autres professions, les gens s'entraident, ils collaborent ensemble. Ben, je pense que c'est une vision que le RJCQ... en fait, je ne pense pas. C'est la vision du RJCQ, c'est la mission du RJCQ de promouvoir l'information, d'aider les jeunes à avoir de meilleures réponses pour leurs clients. Puis, tu sais, comme vous dites, c'est super réactif sur le regroupement. Tu sais, on a nos dîners aussi mensuels où est-ce qu'on se voit, on apprend à se connaître, on crée des liens. Tu sais, moi, je rêvais d'avoir des amis conseillers qui comprennent notre réalité, tu sais, ma réalité. Parce que là, quand tu as des amis qui... je sais pas, tu sais, qui travaillent au gouvernement ou tu sais, qui ont des jobs qui ressemblent pas du tout à ta job, des fois, t'es comme limité à partager sur ce que tu vis.
Fait qu'en même temps, les dîners mensuels, les événements qu'on fait, ben d'aller réseauter avec les membres, d'aller réseauter avec la gang, de se faire des amis, parce que oui, on s'en fait des amis, là, honnêtement, là, tu sais, on rencontre des gens extraordinaires. Puis des fois, tu sais, c'est pas toujours accessible d'aller aux événements de nos MGA, là, tu sais, parce que, ben, je sais pas vous autres, mais tu sais, moi, mon MGA, souvent, c'est payant, tu sais, les événements, ou tu sais, oui, des fois, ils vont nous faire des événements gratuits, mais tu sais, c'est plus sur invitation, fait qu'encore là, si tu produis pas beaucoup, ben, t'es pas invité. Fait qu'en tant que jeune, à un moment donné, tu sais, c'est... Puis, ce que je trouve bien dans le groupe, c'est qu'on se voit pas comme des concurrents. Ouais. C'est, je veux dire, c'est quand on aide de bonne foi parce qu'on veut aider et non pas en se disant « Ah, c'est un concurrent, je vais lui donner cette réponse-là » ou autre. C'est comme tu disais, on pourrait être, je pense, 10 fois plus de conseillers, puis tout le monde aurait largement de job. Puis on le voit parce que dès qu'un conseiller commence à grossir, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va segmenter sa clientèle, qu'il va refuser des clients. C'est combien de conseillers vont dire à présent je prends juste peu de clients, ou je prends juste des références directes, ou si tu n'as pas X montant d'actifs, ou si tu veux pas prendre X montant de primes, je te prends plus. En fait, c'est normal qu'il y ait 70% des Canadiens qui n'ont pas d'accès à des conseillers là-dessus. Puis c'est normalement à l'époque, c'était le travail des banques, des caisses, puis même eux sont retirés de ce marché-là, même eux veulent plus donner ce service-là. Puis le service qu'ils donnent en ce moment, c'est catastrophique. Fait que, puis ça, c'est peu importe la bannière. Fait que, je veux dire, il y a de la place pour tout le monde. C'est juste que je pense que l'industrie est encore dans un mode de dinosaure, puis qu'elle ne s'est vraiment pas ajustée à ça. Puis techniquement, ça devrait être eux qui devraient s'ajuster les premiers, parce qu'ils le voient, la moyenne d'âge des conseillers actuellement dans l'industrie. Ils le voient que cette génération-là est en train de partir, puis que la relève, elle est juste pas là. Non, c'est ça. C'est pour un conseiller, c'est pour un jeune qui rentre dans l'industrie, il doit y en avoir 3 âgés qui partent. Le ratio est vraiment pas bon. Puis je veux bien croire que la technologie avance, mais à un moment donné, tout le monde a sa limite, tout le monde a sa qualité de vie qu'il veut respecter. Fait que c'est là où c'est important d'avoir des regroupements comme on a. Puis il va falloir que, je pense, les compagnies d'assurance, de placement et autres, évoluent dans cette vision-là. Puis se disent que oui, ben, c'est correct que le vieux conseiller il rentre beaucoup plus de primes, puis qu'il a un gros volume, puis mais faut voir plus loin. Puis je pense qu'on est tous à la même place au niveau de notre clientèle, mais je suis toujours content d'aller signer un client qui est proche de la retraite et qui transfère ses actifs. Je veux dire, on a tous cette satisfaction-là, mais je trouve que c'est beaucoup plus important pour moi dans le moment d'aller chercher un jeune de 18, 19, 20, 25 ans qui sort de l'école, puis que je vais être capable de l'accompagner, parce que mon futur, c'est lui, c'est pas le client qui a 15 ans ou 20 ans de plus que moi. Il est important dans mon modèle d'affaires, mais mon vrai futur, ma pérennité, c'est cette nouvelle génération-là. Puis j'ai l'impression que les compagnies d'assurance, les compagnies de fonds l'ont complètement oublié. Ils voient juste leur colonne de chiffres, puis ils disent « Ah, ben, monsieur X, il m'a rapporté X montant de commission l'année passée. » C'est dans l'assurance, vous avez encore la possibilité d'avoir des voyages payés et autres, fait que ça continue à rouler. Mais c'est le problème, il va être là. Puis je pense que le problème de manque de conseillers va juste s'empirer au courant des prochaines années. Oui. Ah, 100%. Fait que c'est pour ça que, tu sais, la mission de RHCQ, à mon avis, est noble, puis elle a besoin d'être là, puis d'exister. Ben, moi, je vous dirais merci d'avoir participé au premier épisode de podcast aujourd'hui. Déjà, ben oui. Vite, hein? Puis j'aimerais inviter les gens qui nous ont écoutés, peut-être à aller noter le podcast, parce que c'est ce qui va faire reacher, en fait, le podcast, tu sais, dans Spotify ou dans Balado. Vous pouvez aussi aller suivre notre page Instagram et Facebook, tout nouvellement créée dans les derniers temps. Ça va nous aider aussi à nous faire connaître, partager le podcast. Tu sais, c'est vraiment, pour nous, tu sais, on fait ça de façon bénévole, on s'implique, mais on a envie quand même de toucher le plus de gens possible, d'inspirer le plus de jeunes conseillers possible à persévérer dans la profession, à rester dans la profession. Puis je voulais aussi terminer en remerciant notre partenaire podcast qui est UV Assurance. Grâce à eux, on peut être ici en studio à tourner ces épisodes-là pour vous inspirer, les jeunes et les moins jeunes, là, que vous soyez... Les jeunes de cœur. Oui, c'est ça. Comme l'autre fois, je disais, c'est le regroupement des jeunes de cœur du Québec. Et des jeunes conseillers, courtiers, indépendants. Fait que merci pour votre implication, tout le monde. Puis j'espère qu'on va se reparler sur un prochain épisode. Merci, Merci, Jade.